Bonjour, ce cours 4 s'intéresse aux antigènes et aux notions qui vont en découler d'antigénicité et d'immunogénicité, comment ça aboutit à faire plusieurs types de réponses anticorps par exemple. On verra ensuite des cas particuliers qui ont quelquefois des fortes implications biologiques et en particulier le cas des réactions croisées. Donc l'antigène est le support de l'antigénicité, c'est-à-dire la capacité d'un élément, que ce soit une molécule, une particule, un micro-organisme, une cellule, à être reconnu par un récepteur lymphocytaire B ou T et donc par les anticorps qui en découlent des lymphocytes B. Donc c'est une notion fonctionnelle et pas structurale. Tout élément qui aboutit à une liaison avec un anticorps ou avec un récepteur BCR ou un récepteur TCR est un antigène, avec la partie étant reconnue étant l'épitope. Dans la majorité des cas, un antigène a plusieurs épitopes et un élément reconnu, une cible, a plusieurs antigènes. Sur une bactérie, vous avez vu qu'il y a des centaines d'antigènes potentiels. Ce qui va conditionner, c'est sa taille. Il faut quand même que ce soit d'une taille suffisante, que ce soit stable et que ce soit hydrophile, parce que la plupart de ces réactions se font en milieu aqueux. Alors on a maintenant des moyens de modéliser tout ça de façon informatique, d'analyser, et ça aboutit à des meilleures compréhensions de la structure des épitopes. En fait, on peut distinguer sur une molécule, là un exemple c'est une protéine avec deux chaînes rouges et vertes, on peut distinguer ce qu'on appelle des épitopes séquentiels, qui sont des petits morceaux de la séquence, des acides aminés qui sont liés les uns aux autres. Donc c'est assez stable, évidemment ça n'existe que sur les chaînes protéiques, mais du coup c'est relativement peu fréquent. Et vous avez des épitopes conformationnels qui là sont simplement des juxtapositions sur la surface de la molécule. Et si c'est une protéine, ça peut être des acides aminés qui sont pas proches mais qui sur la séquence, mais qui le sont devenus du fait des repliements. Donc ça c'est très fréquent, mais en revanche ça peut être fragile et être dénaturé lors du fractionnement d'un antigène ou lors d'une altération, par exemple par chauffage. Ça peut être des épitopes aussi qui ne sont pas stables, dans la mesure où si c'est un dimère et que la protéine se découpe dans ces deux composants, et bien l'épitope qui est au milieu va disparaître. Donc tous les antigènes ont au moins un épitope B. Les antigènes peuvent avoir un épitope T ou pas, parce que ça dépendra par exemple de leur nature protéique. Attention, on verra plus loin dans le cours que les épitopes T ne sont pas reconnus en tant que tels, mais associés à un complexe avec une protéine qui va les capter et les exposer sur la surface d'une cellule pour que le lymphocyte T puisse s'y fixer. Alors, les propriétés des épitopes B et T vous sont récapitulées dans ce tableau, sachant qu'on a maintenant des méthodes informatiques, comme je vous ai dit, qui peuvent faire ce qu'on appelle de l'épitope mapping, pour modéliser, identifier des épitopes à partir de la séquence. Évidemment, si l'antigène est grand et que l'épitope est grand, il sera plus discriminant que s'il est tout petit et que du coup il peut être commun à plusieurs molécules différentes. Il suffit quelquefois de quelques acides aminés pour qu'un antigène soit distinguable d'un autre antigène. Donc on a vu, l'antigénicité, c'est un phénomène passif, capacité d'une molécule à être reconnue. Et par exemple, à partir du moment où elle sera reconnue, ça induira une réponse anticorps primaire. L'immunogénicité, c'est plus complexe puisque c'est un phénomène actif qui correspond à un engagement dans des voies de différenciation des lymphocytes. On parlera donc d'un antigène qui est non seulement antigène mais aussi immunogène et qui va induire une forte réponse, par exemple une réponse anticorps de type secondaire. Alors, même si la structure de l'antigène peut faire qu'il est un immunogène en contenant des épitopes T, il peut ne pas y avoir de réponse. C'est ce qu'on appelle la tolérance qui sera développée dans un cours
ultérieure. Les cas particuliers sont des antigènes qui n'ont pas d'épitope T et qui pourtant donnent des bonnes réponses anticorps. C'est ce qu'on appelle des antigènes thymo-indépendants. On a un autre cas particulier, ce sont les aptènes, tout petits antigènes. Et enfin un autre cas particulier que je vais vous détailler aussi, qui sont les superantigènes. Donc l'immunogénicité correspond à une complémentarité de reconnaissance d'un même antigène à la fois par des lymphocytes B et des lymphocytes T qui vont faire ce qu'on appelle une coopération autour des deux épitopes B et T qui sont reconnus en parallèle pour aboutir à des phénomènes de différenciation et d'activation des lymphocytes. Donc l'épitope B, qui soit séquentiel ou conformationnel, mais en surface de l'antigène, aboutit à la reconnaissance par le lymphocyte B. Ensuite, cet antigène va être internalisé, découpé en petits morceaux, qui va être présenté au lymphocyte T, et du coup le lymphocyte T, en réagissant, va activer le lymphocyte B. On peut encore schématiser autrement les trois types de figures: antigénicité que les lymphocytes B, immunogénicité les deux populations, et tolérance, une réponse incomplète puisque le lymphocyte B ne peut pas être stimulé parce que le lymphocyte T soit est absent, soit ne répond pas. Et ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui a permis de comprendre comment l'organisme arrive à faire le tri entre une réponse à faire vis-à-vis d'un antigène sur un microbe et une réponse à ne pas faire vis-à-vis de ses propres constituants, aboutissant aux notions de soi et de non-soi. Donc je récapitule sur ce schéma le principe de la coopération. Le lymphocyte B fixe l'antigène et y répond en première intention par une réponse anticorps primaire. En parallèle, il processe l'antigène, ce qu'on appelle un phénomène d'apprêtement, en découpant des petits bouts de séquence qui vont être autant d'épitopes T exprimés sur une molécule de CMH. Le lymphocyte T reconnaît ça l'active, il produit des cytokines. Ces cytokines vont stimuler le lymphocyte B avec lequel il interagit et aboutir à la réponse anticorps secondaire. Donc ça, c'est un schéma simplifié. Dans la réponse naturelle, le lymphocyte est lui-même soumis à d'autres stimulations, par exemple d'autres cytokines qui sont présentes dans le micro-environnement, et ça va définir quel est le type de cytokine qu'il produit lui-même pour stimuler le B. Donc voilà le principe antigénicité, immunogénicité. Voyons maintenant les cas particuliers. Le cas de l'aptène. L'aptène est une molécule qui n'est pas vraiment un antigène parce qu'il est très petit, il ne peut pas déclencher, être suffisamment stimulant en lui-même et il est souvent instable, de petite taille et ne contient pas d'épitope T. En revanche, il y a au moins un épitope B sur cette molécule qui peut être fixé par un anticorps. Donc l'aptène en lui-même ne fait rien, mais s'il établit une liaison avec une protéine porteuse, cet ensemble va devenir une protéine modifiée dans laquelle l'épitope T proviendra de la protéine, l'épitope B provient de l'aptène, et le tout constitue un élément suffisant pour déclencher une réponse anticorps. Donc ça c'est on peut utiliser ça in vitro de façon artificielle pour fabriquer des molécules composites. Par exemple, si on veut obtenir des anticorps contre des toutes petites hormones qui ne sont pas des antigènes, on fixe sur une protéine et donc on induit la production d'anticorps vis-à-vis de cette hormone chez le lapin qui se permet de faire un réactif. Alors, c'est pas très fréquent naturellement, mais ça arrive et ces fixations spontanées peuvent rendre en fait certaines molécules toxiques. Elles vont se fixer sur des protéines, par exemple du plasma, et devenir comme ça des immunogènes. C'est le cas de la famille des molécules telles que la pénicilline qui provoquent des allergies graves
en réponse parce qu'on produit des anticorps contre cette pénicilline. Autre cas particulier, super-antigènes. Alors attention, le terme n'est pas très approprié parce qu'il ne s'agit pas d'antigènes. Ils ne sont pas reconnus spécifiquement par un petit nombre de clones. En fait, ils vont activer un grand nombre de clones lymphocytaires, donc une réponse complètement anarchique, dysfonctionnelle, parce que le super-antigène est une molécule qui va fixer artificiellement, coupler artificiellement les récepteurs de reconnaissance sur le lymphocyté et la cellule qui présente l'antigène. Donc vous voyez, là, il est à l'extérieur et pas à l'intérieur comme un épitope sur le schéma. Donc on connaît quelques dizaines de super-antigènes de nature virale ou bactérienne. On connaît des poisons végétaux aussi qui sont des super-antigènes. Et donc ça peut avoir des conséquences médicales assez importantes. Donc au bilan de ces différents types de réponses, j'ai pas parlé dans l'antigène thymodépendant. En fait, c'est un petit artifice. Ce sont des molécules qui ont plein de fois le même épitope B répété. Donc ils vont faire une surstimulation du lymphocyte B. Plein de récepteurs BCR vont être couplés entre-temps. Donc ça active de façon forte le lymphocyte B, alors que une molécule plus simple, avec une seule répétition de cet épitope B, n'aboutirait pas à une réponse. Voilà pour ces présentations. On passe aux réactions croisées. Donc les réactions croisées sont des réactions où un anticorps qui était dirigé contre un antigène 1, bien finalement reconnaît aussi d'autres antigènes. Et l'antigène 2 dans le schéma, ce qui s'explique parce que vous avez des éléments communs au niveau de la structure qui forment un épitope qui est reconnu par l'anticorps. Ok ? Donc ça c'est bien sûr le cas surtout lorsque vous avez des antigènes complexes, des micro-organismes, des cellules, et que vous avez des mélanges d'anticorps. Et bien il arrive souvent que, contrairement à tout ce que je vous ai raconté sur la spécificité de la réponse, on a des réactions croisées. Alors elles sont en général plus faibles puisque ça ne concerne qu'une partie des anticorps qui va avoir une reconnaissance d'épitope commun entre deux antigènes complètement distincts. Le cas le plus fréquent, c'est évidemment si les antigènes appartiennent à une même famille moléculaire et que donc évidemment ils ont des homologies structurales. C'est exemple des enzymes de l'espèce chien ou de l'espèce chat, il y a forcément des séquences communes et donc des épitopes conservés. Des antigènes proches sont souvent exprimés par des micro-organismes apparentés, par exemple entre une souche pathogène et une souche commensale, il y a forcément des antigènes qui sont communs à ce groupe bactérien. Ce qui est beaucoup plus rare, et qui a quand même eu des conséquences, enfin on a identifié certains problèmes biologiques et médicaux avec ça, c'est lorsque, par le simple fait du hasard, vous trouvez sur des molécules qui n'ont rien à voir, une structure qui ressemble d'un point de vue stérique et électrique. Donc ces réactions croisées, elles sont intéressantes pour les applications de diagnostic, savoir est-ce qu'on ne se trompe pas lorsque on fait le diagnostic en cherchant des anticorps. Donc, l'aboutissement, c'est le principe du sérotype, c'est-à-dire d'identifier dans une espèce des souches, donc des sous-groupes, sur la base de la variation antigénique. Donc soit ils ont des antigènes très différents, on s'intéresse à un antigène qui a de nombreuses variations, il n'y aura pas de réaction croisée. Si on s'intéresse à un antigène qui est commun à toutes les souches, eh bien on aura des réactions croisées. Donc le principe, c'est d'identifier ce qui est commun et ce qui est particulier au sein des variants dans une famille pour pouvoir faire du diagnostic de groupe ou au contraire du diagnostic de souche. Et c'est ce qu'on appelle faire du sérotypage. Donc c'est typiquement le cas des diagnostics infectieux, par exemple les différents variants de la grippe, H5N1, c'est que c'est le variant de l'hémagglutinine et de la neuraminidase qui sont reconnus par les anticorps de référence numéro 5 ou numéro 1.
Alors, ça peut être intéressant aussi pour analyser des variations entre individus. Exemple, les groupes sanguins, les groupes tissulaires seront aussi reconnus par des anticorps de référence. Donc on avait bien décrit dans un cours précédent la réponse anticorps et son intérêt, son efficacité, ses fonctions. Qu'en est-il des réactions croisées? Eh bien, elles ont des effets à la fois bénéfiques et adverses. Bénéfique, c'est d'entretenir un niveau basal de réponse. Il est rare qu'on rencontre un microbe entre guillemets pour la première fois, parce qu'il y aura des antigènes qui auront été exposés, présentés sur des microbes du même groupe du fait des homologies. C'est aussi la base de la vaccination. On va utiliser une souche vaccinale qui est peu différente de la souche sauvage, à part qu'elle est inoffensive, et qui donc portera des antigènes communs. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les réponses anticorps spécifiques peuvent avoir des doses, des quantités produites, des qualités, des durées très variables en fonction de ces réactions croisées qui peuvent maintenir, entretenir une réaction. En revanche, les réactions adverses et complications, déjà c'est les difficultés du diagnostic sérologique, compliquées en donnant des faux positifs. Ça peut être quelquefois la source de maladies auto-immunes, parce que en produisant des anticorps contre un microbe, bien malheureusement, ils reconnaissent aussi des tissus sains. L'exemple le plus connu étant ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, où on a une maladie cardiaque résultant d'une réponse anticorps contre un microbe. Et c'est aussi le problème des allergies croisées. Exemple, si on est allergique au latex, on est souvent allergique à toute la famille de plantes. Donc il faut faire attention à ne pas être exposé à d'autres antigènes de la même famille. Voilà, fin de ce cours.